En 1992, quatre sœurs noires âgées de 7 ans, Tasha, Tanya, Tamika et Tia Ace, ont disparu sans laisser de traces de la ferme de leur grand-mère en Géorgie. Aucune effraction, aucun témoin, simplement disparu. Pendant 21 ans, leur affaire est restée froide. Un silence pesant a entouré le sort des sœurs Hayes. Puis après plus d'une décennie de ce silence, une découverte stupéfiante est venue tout bouleverser, prouvant que certains secrets trouvent refuge dans l'oubli. Un randonneur près de Briar Creek n'est pas seulement tombé à terre, il est tombé dans un bunker enfoui, révélant le premier indice terrifiant. Avant de commencer, merci de regarder Minority Struggles. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Cela compte vraiment pour nous de savoir que vous êtes là. Nous sommes ensemble dans cette histoire. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé. Jean Hayes, 66 ans, élevait ses 4 petites filles depuis près de 6 ans, depuis que leur mère, Léa, avait accepté un poste à plein temps comme femme de ménage dans un hôpital d'Augusta. Ce n'était pas facile, mais les filles, Tanya, Tamika, Tasha et Tia, étaient le cœur battant de sa paisible maison à Swainsboro, en Géorgie. Elles avaient 7 ans, toutes les 4, des quadruplés, comme les appelaient alors les médecins. Ni des jumelles, ni des triplés. 4 petites filles identiques, nées à quelques minutes d'intervalle, chacune avec son propre caractère, mais partageant le même visage rond, les mêmes boucles sombres et les mêmes grands yeux marrons. Ce matin-là, le 14 juin 1992, Jean s'était levé tôt pour nourrir les poules. Elle pensait que les filles dormaient encore dans leur chambre au bout du couloir. La veille au soir, elle s'était couchée tard après avoir regardé de vieux dessins animés et joué avec leurs cadeaux d'anniversaire. Leur préféré de loin étaient les t-shirts blancs à manches longues, personnalisés par leur mère. Chaque t-shirt portait une grande lettre rouge T imprimée sur la poitrine. Tanya, Tamika, Tasha et Tia, leurs prénoms, leurs liens. Jean n'avait pas hésité une seconde lorsqu'elles avaient demandé à dormir avec ces t-shirts. Mais en rentrant à l'intérieur, quelque chose n'allait pas. Le silence n'était pas paisible. Il était vide. D'habitude, à cette heure-ci, l'une d'elles râlait déjà dans la salle de bain ou essayait de se resservir de la confiture. Mais là, la maison était immobile. Elle appela dans le couloir. Pas de réponse. Elle poussa la porte de leur chambre. Les lits étaient faits. Chacun d'eux. Oreillers gonflés, couvertures tirées soigneusement. Mais pas d'enfants. Pas de rires étouffés. Aucune petite chaussure sous les lits. Les yeux de Jean se posèrent sur la commode. Les t-shirts blancs avaient disparu. Ses mains se mirent à trembler. Elle vérifia le placard, puis la salle de bain, le perron, le poulailler, le jardin. Rien. Elle essaya de se calmer. Peut-être qu'elles étaient parties cueillir des fleurs sauvages, comme elles le faisaient parfois. Peut-être qu'elles faisaient une farce. Mais Jean savait. Elle décrocha le téléphone et appela le bureau du shérif. « Ici John Hayes », dit-elle en tentant de garder sa voix stable. « Mes 4 petites filles ont disparu. » Il y eut une pause, puis une réponse paresseuse. « Disparu où, madame ?»« Si je le savais, » répliqua Jean sèchement, « je ne vous appellerais pas. » 1 heure plus tard, une voiture de patrouille arriva. Le député Russell, un jeune policier blanc à l'air ennuyé, descendit. Il griffonna dans son carnet pendant que John expliquait encore une fois. Elles n'avaient pas pris leurs chaussures, ni leurs jouets. Juste ces t-shirts. Elles étaient là quand je suis sorti, et quand je suis revenu, elles n'étaient plus là. Russell jeta un coup d'œil à la chambre, hocha lentement la tête. Les enfants de cet âge aiment se balader. Surtout en bande, dit-il en haussant les épaules. Vous êtes sûr de ne pas avoir laissé une porte ouverte? John le fixa. Vous pensez que je laisserai 4 petites filles sortir seules avant le petit déjeuner? Il ne répondit pas. 2 heures plus tard, le shérif Buddy Eldridge arriva. Chauve, lent, manifestement irrité d'avoir fait le déplacement. Il ne prit même pas de notes. « Vous avez dit que leur mère est à Augusta ?» demanda-t-il. « Oui, elle travaille de nuit à l'hôpital du comté. Elle y est toute la semaine. On devra lui parler. » Ce fut tout. Aucune urgence. Aucune question sur d'éventuels témoins, sur les routes proches, sur d'étranges véhicules. Ils annoncèrent une fouille de la propriété. Elle commença vers 15 heures et se termina avant la tombée de la nuit. Pas de chiens,
Pas de plan de recherche, pas de conférence de presse, pas d'alerte enlèvement. Leah Hayes rentra d'Augusta ce soir-là, après l'appel paniqué de Jean. Elle avait 32 ans, volontaire et directe, mais rien ne pouvait la préparer à ce qu'elle allait découvrir. Elle entra dans la maison en courant, pieds nus, encore en uniforme. En voyant les lits vides, elle tomba à genoux et hurla « Où sont-elles? Où sont passés mes bébés ?» Jean la serra fort, murmurant « J'ai tout fouillé, je te le jure, je ne comprends pas. » Le matin suivant, la version officielle du bureau du shérif était que les filles s'étaient peut-être égarées ou avaient été emmenées par une personne qu'elles connaissaient. En privé, ils commencèrent à pointer Jean du doigt. Peut-être qu'elle était vieille et distraite. Peut-être qu'elle s'était assoupie. Peut-être qu'une porte était restée ouverte. Mais rien de tout cela n'avait de sens. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Pas de vitres cassées, pas de traces de pneus, rien de volé. Juste 4 filles disparues. Le 3e jour, des bénévoles se présentèrent. Quelques fidèles d'église, des voisins. Ils parcoururent les bois alentours, appelèrent les prénoms. Mais lorsque la police se retira, la communauté fit de même. Des rumeurs circulaient. Certains disaient que Leah n'aurait jamais dû laisser les filles à une femme âgée. D'autres prétendaient que le père des filles, que personne n'avait jamais vu, était peut-être revenu pour les prendre. Rien n'avait de sens. Le 7e jour, le shérif déclara qu'il n'y avait aucune preuve crédible d'un crime à ce stade. Jamais ils ne prononcèrent le mot « enlèvement ». Des affiches furent placardées en ville. Une photo prise pour leurs 7 ans, quelques semaines auparavant, montrait les filles assises côte à côte, leur t-shirt rouge avec la lettre T, un sourire plein de glaçage sur leurs joues. La photo pâlit avec les années, mais Jean n'abandonna jamais ses recherches. Chaque dimanche, elle déposait 4 robes d'église sur leur lit. Le jour de leur anniversaire, elle disposait 4 parts de gâteau au citron. Quand quelqu'un lui demandait pourquoi elle faisait encore cela, elle ouvrait leur placard et montrait la rangée de petites chaussures. « Elles ne les ont pas prises, » disait-elle. « C'est pour ça que je sais que ce n'est pas elles qui sont parties. » 18 années passèrent. Mais ce qui s'est produit le 14 juin 1992 ne fut jamais oublié. Parce que 4 fillettes ne peuvent pas simplement disparaître dans les airs. Et parce que, quelque part, quelqu'un sait ce qui est arrivé aux 4 Hayes. Quand l'automne remplaça l'été en 1992, la ville de Swainsboro était déjà passée à autre chose. La presse locale cessa de couvrir l'affaire après 3 semaines. Plus de conférences, plus de patrouilles. Les affiches accrochées aux poteaux téléphoniques étaient fanées, déchirées par la pluie, remplacées par des annonces de chats perdus ou de vide-greniers. Mais pour la famille Hayes, le temps ne passait pas. Il s'était brisé. Leah Hayes, la mère des filles disparues, quitta son emploi à Augusta quelques jours après leur disparition. Elle ne pouvait plus se concentrer, ni nettoyer les sols d'un hôpital en sachant que ses filles étaient quelque part dehors. Elle retourna vivre dans la ferme de sa mère. Le chagrin rendait l'endroit étouffant, comme hanté par des rires absents. La nuit, Leah parcourait la maison avec les couvertures de bébé de ses filles serrées contre elle, priant pour des rêves qui lui donneraient un indice. Certaines nuits, elle dormait dans leur chambre, recroquevillée sur le tapis entre leurs lits vides. Jane Hayes, bien que plus âgée et raide dans ses articulations, devint de l'acier. Elle écrivit des lettres au gouverneur, à des animateurs de radio noire, à une avocate des droits civiques qu'elle avait entendue une fois à la télévision publique. Elle envoyait chaque lettre avec des mains tremblantes et ne recevait jamais de réponse. Elle les conservait toutes dans une boîte à chaussures, marquée « Toujours disparue ». Le département de police de Swainsboro clôtura officieusement l'affaire Hayes en novembre 1992. Le rapport ne faisait que 6 pages. Le résumé ne comptait qu'une seule phrase. Impossible de localiser les mineurs disparus, aucun signe d'activité criminelle. Ce qu'ils n'ont pas mentionné dans le dossier, c'est ce que le shérif Buddy Eldred avait dit au révérend local après la messe un dimanche. 4 filles noires élevées par une vieille femme dans les bois. Pas difficile d'imaginer qu'elle se soit enfuie, ou pire. Le révérend ne répondit rien. Il s'éloigna simplement. Mais on revient à Jean. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle décrocha simplement l'avis de disparition de son propre Porsche et le remplaça par un panneau peint à la main qui disait « Elles ne sont pas parties, c'est vous ». Les années passèrent. Les anniversaires venaient et repartaient.
Jean et Léa marquaient chacun d'eux avec des rituels silencieux. Elle plaçait des bougies au bord des bois. Léa gardait la photo d'anniversaire de 1992 dans son portefeuille, pliée, fanée, presque déchirée en deux. En 1998, Léa essaya de pousser à nouveau la police à rouvrir le dossier, invoquant de nouveaux articles sur la traite des enfants et les enlèvements en milieu rural. On lui répondit que l'affaire était trop froide pour être rouverte. Un jeune détective lui suggéra de contacter America's Most Wanted. Léa le fit. L'émission ne diffusa jamais son histoire. La même année, Jane commença à oublier des choses. D'abord les noms, puis les dates. Finalement, des journées entières s'effacèrent de sa mémoire. En 2001, elle ne se souvenait plus clairement des voix des filles. Un soir, elle s'assit sur le porche et murmura à Léa « J'ai l'impression de les entendre rire. » Comme si elles se cachèrent derrière les arbres, juste hors de vue. Léa ne répondit pas. Elle se contenta de lui prendre la main. En juin 2003, à l'anniversaire de leur disparition, Léa alluma 4 bougies dans le jardin. Elle ne prononça pas leur nom à voix haute. Elle était trop fatiguée, trop vide. Le chagrin n'était plus tranchant. C'était du sédiment, lourd, permanent. Cet été-là, quelque chose changea. Un journaliste à la retraite nommé Glenn Rowley visita Swainsboro pour un enterrement et entama une conversation avec Léa à la station-service. Il avait couvert des affaires de disparition en Alabama et au Tennessee au début des années 90. Et quand elle lui raconta son histoire, il écouta avec une attention inattendue. « Vous avez dit qu'elle portait toutes des t-shirts assortis avec des lettres rouges ?» demanda-t-il. « Oui, des t-shirts à manches longues. Chacune avait un T rouge imprimé sur le devant. » Rowley nota cela dans un carnet. Une semaine plus tard, il l'appela d'une cabine téléphonique devant un Waffle House. « Vous avez déjà entendu parler de Tate's Bluff ?» Léa non. Il lui expliqua que c'était une étendue boisée à environ 15 km à l'est, techniquement dans le comté d'Emmanuel, mais rarement surveillée. Il y avait eu des rumeurs autrefois, des disparitions étranges, un ancien camp de chasse, rien de concret. Il proposa de l'aider à relancer l'affaire, mais Léa ne faisait plus confiance aux promesses. Elle le remercia et raccrocha, mais elle ne parvenait pas à cesser d'y penser. Ce week-end-là, elle se rendit seule à Tate's Bluff. La route s'arrêtait à un demi-kilomètre des bois, et le chemin au-delà n'était qu'une piste à peine visible. De la boue, de la mousse, des lianes sauvages. Elle marcha pendant 1 heure, sans direction, sans but, simplement mue par une intuition. Elle ne trouva rien, mais quelqu'un d'autre allait le faire. Juste 3 semaines plus tard, 2 randonneurs venus faire des photos s'écartèrent du sentier près de la lisière de Tate's Bluff. Un grondement soudain de la terre sous leurs pieds révéla un étroit gouffre. L'un des hommes tomba de 5 pieds et atterrit lourdement sur une surface en béton incliné. Ils crurent d'abord à une fosse septique, puis ils virent la porte d'acier rouillée. Les autorités furent appelées, et en quelques heures, la zone fut bouclée. Les responsables du comté d'Emmanuel annoncèrent la découverte d'une structure souterraine de type bunker, d'environ 3,60 mètres par 2,75 mètres. L'endroit était sombre, humide, partiellement effondré d'un côté. Pas de source de lumière, pas d'électricité, pas de fenêtre. Juste un drain au centre du sol. À l'intérieur, parmi les débris et les racines, ils trouvèrent 4 petits t-shirts blancs. Chacun portait un grand T rouge sur la poitrine, pliés, disposés en carré, tous tournés vers l'intérieur. Le tissu était taché, moisi, vieilli par le temps. Partiellement pourri, mais les lettres étaient encore visibles. De l'encre imprimée, rouge, vive comme le sang. Léa ne fut pas informée immédiatement. Il fallut presque 2 jours avant que la découverte soit reliée au Hayes. Lorsqu'on lui montra enfin une photo, elle s'effondra au sol. Pas à cause des t-shirts, mais parce qu'elle reconnut la manière dont ils avaient été pliés. C'était ainsi que Jean pliait leurs vêtements chaque samedi avant l'église. Ce n'était pas un hasard, c'était un message. Et après 11 ans de silence, l'affaire de Tanya, Tamika, Tasha et Tia Ace fut rouverte. Mais ce n'était pas une célébration, c'était un jugement. La photo des t-shirts, coton blanc fané, lettres rouges recourbées, fit le tour des journaux locaux dès le lendemain matin. Mais pour Léa Hayes, cela ne ressemblait pas à un progrès. Cela ressemblait à une tombe qu'on rouvrait à la petite cuillère. L'enquête fut confiée au bureau d'investigation de Géorgie
après une forte pression publique. Des gens qui n'avaient pas pensé aux filles Hayes depuis des années se découvrirent soudain des opinions. Les réseaux sociaux n'existaient pas en 1992. Mais maintenant, chaque blog et forum de l'État s'enflammait de théories. Certains accusaient Jen Hayes, la qualifiant de négligente pour avoir laissé 4 enfants seuls. D'autres accusèrent la police d'avoir étouffé l'affaire, convaincus que les t-shirts avaient été placés là après coup. Léa ignorait tout cela. Elle n'avait pas besoin d'opinion. Elle avait besoin de réponses, ou du moins de quelqu'un prêt à chercher sans supposer. Cette personne s'appelait Karen Darby, agent spécial, 44 ans, ancienne analyste médico-légale devenue enquêtrice de terrain. Elle avait la réputation de traiter les affaires froides rurales avec une obsession méthodique. Pas de conférences de presse, pas de drame, juste du travail acharné. Darby rencontra Léa une semaine après la découverte du gouffre. « Je ne suis pas là pour faire des promesses », dit-elle d'un ton calme mais ferme. « Mais je veux que vous sachiez que cette affaire ne finira pas dans un tiroir. » Léa hocha simplement la tête, les mains serrées sur ses genoux. « Vous pensez qu'elles sont mortes là-dedans » demanda-t-elle doucement. Darby ne répondit pas. Pas tout de suite. Ce que fit Darby, c'est demander l'accès aux anciens dossiers de 1992. Elle relut le rapport du shérif, les 2 brèves dépositions de Jean et Léa, et un résumé d'une page qui affirmait qu'il n'y avait aucun signe d'enlèvement. Darby retourna la page. Encore rien. Aucune photo, aucune trace de pas, aucune reconstitution de la chronologie, aucun registre de preuves. Il était clair que les filles avaient été considérées comme des fugueuses. Même après que Jean eut supplié qu'on mène des recherches porte à porte. Même après que Léa eut soumis leurs bulletins scolaires, leur présence à l'église et des photos d'anniversaire pour prouver à quel point elles étaient enracinées et structurées. Même après que l'institutrice de Tania s'était manifestée à l'époque, disant que Tania avait pleuré le dernier jour d'école et s'était accrochée à son bras en disant qu'elle ne voulait pas que l'été commence. Personne ne s'en était soucié. Mais Darby, si, elle retourna à la ferme et demanda à Léa de lui raconter une fois encore cette journée-là. Léa la fit asseoir à la table de la cuisine. La maison n'avait pas changé. Le canapé avait encore la même housse. La chambre des filles était restée intacte, toujours peinte en bleu pâle, encore bordée de livres d'histoire et de lits jumeaux assortis. Elle lui raconta ce dont elle se souvenait, que Jean était sorti tôt pour nourrir les poules, que les filles étaient déjà réveillées avant son départ, déjà habillées ou en train de s'habiller, qu'elle portait les t-shirts blancs à manches longues avec les T rouges parce qu'elle devait répéter un chant gospel à 4 voix pour l'école du dimanche et qu'elles aimaient s'habiller pareil pour l'occasion. Que Jean était rentré juste avant 8 heures du matin pour préparer le petit déjeuner et avait trouvé la maison silencieuse. Les lits étaient faits, la porte arrière était déverrouillée et les filles avaient disparu. Il n'y avait ni cri, ni signe d'effraction, pas de sang, pas de chaises renversées, juste plus rien. Darby demanda s'il y avait des voisins. Le plus proche était un homme nommé Alvin Delroy, qui vivait à 1/4 de mile et était décédé en 1999. Sa maison était désormais vide. Darby demanda un mandat pour fouiller la propriété de Delroy, invoquant la proximité et l'absence d'enquête antérieure. L'équipe de la police scientifique du GBI la rejoignit, inspectant la vieille maison, le puits à l'arrière et l'abri anti-tempête près de la clôture. Ils ne trouvèrent rien. Mais en fouillant le sentier boisé entre les maisons Delroy et Hayes, ils découvrirent un vieux chariot rouillé abandonné sous une couche d'aiguilles de pin et de vigne. Il n'avait pas de poignée. Ses roues étaient fissurées, mais une tache sombre était visible sur sa paroi intérieure. Une marque ancienne, mais indéniable. Ils prélevèrent un échantillon de sol et emballèrent le chariot. Darby ne dit rien à Léa. Pas encore. Pendant ce temps, le bunker découvert dans le gouffre était traité comme un site archéologique. L'intérieur s'était effondré d'un côté, mais les chemises avaient été protégées par des débris et un couvercle en plastique qui avait servi de toit de fortune. Les analystes médico-légaux notèrent que la manière dont les chemises avaient été pliées et disposées témoignait d'un soin intentionnel, pas d'un simple abandon. Il y avait aussi 4 petits bols en plastique dans le bunker. Chacun était placé contre le mur, au bord de l'espace. Tous faisaient face vers l'intérieur. Les bols n'avaient aucune empreinte digitale, aucun résidu visible, ni fissure.
Mais leur présence, tout comme celle des chemises, semblait intentionnelle, comme si quelqu'un avait mis en scène quelque chose. Darby étudia les photos jusque tard dans la nuit, les imprimant une à une et les accrochant sur un panneau de liège dans son bureau temporaire au poste de sous-préfecture du comté d'Emmanuel. Elle vit ce que personne d'autre ne voulait dire. Ce n'était pas seulement un abandon, c'était un rituel, et probablement pas le premier. À la ferme, Jean s'était affaibli. Sa mémoire sautait comme un disque rayé. Parfois, elle parlait des filles au présent, demandant si elles étaient encore dans le jardin à jouer à la marelle. D'autres fois, elle disait à Léa qu'elle les voyait encore debout, au bord de la forêt, alignés comme des canetons, se tenant la main. Léa ne la corrigeait plus. Ça ne servait à rien. La nuit, Léa gardait son téléphone sous l'oreiller. Elle ne savait pas ce qu'elle espérait. Un appel, une piste, un rêve. Peu importait la forme, juste quelque chose. Mais ce qui arriva ensuite n'était pas l'espoir. C'était pire. Un deuxième gouffre s'ouvrit à 1 mile du premier. Celui-ci était plus petit, près d'un silo à grains abandonné. À l'intérieur, il y avait une boîte rouillée, de la taille d'un moule à pain. Quand les enquêteurs l'ouvrirent, ils y trouvèrent 4 élastiques à cheveux en tissu, roses, tous décolorés par le soleil, avec des taches brun-rouille sur un côté. Chaque bande entourait une dent humaine d'enfant, une seule par bande. Les étiquettes étaient de simples morceaux de ruban adhésif de masquage. Dessus, des noms étaient écrits à l'encre noire délavée. Tasha, Tanya, Tia, Tamika. L'écriture était serrée, précise, comme si quelqu'un y avait consacré du temps. Léa resta muette pendant des heures après qu'on lui ait annoncé la nouvelle. Quand elle parla enfin, elle posa une seule question. Pourquoi quelqu'un ferait ça? L'agent Darby ne répondit pas parce qu'au fond, elle savait déjà que ce n'était pas une affaire de meurtre. C'était une affaire de possession. C'est la photo de la boîte qui brisa Jean. Pas les chemises, pas les bandeaux, la boîte. Quand Léa montra à sa mère l'image imprimée, 4 bandeaux pour 4 dents, les noms. Jean la fixa longtemps sans ciller. Puis elle tourna le visage vers la fenêtre et murmura. Elles avaient des petits trous quand elles souriaient. Léa ne demanda pas ce qu'elle voulait dire. Elle savait. Elle se souvenait des 4 filles courant dans l'arroseur sur la pelouse cet été-là, toutes souriantes avec leurs dents manquantes. Elle se souvenait qu'elles riaient en disant que ça les faisait parler comme des écureuils. Maintenant, ces dents étaient étiquetées comme des pièces à conviction. L'agent Darby fit analyser tout le contenu par l'équipe médico-légale. La boîte, les bandeaux en tissu, même l'encre sur les bandes de ruban. Le résultat était étrange. De l'encre délavée, mais un adhésif encore intact. Les bandeaux portaient des traces d'humidité, mais pas de morsures d'insectes, ni de marques de rongeurs. Tout indiquait une chose. La boîte n'avait pas été enterrée depuis 1992. Quelqu'un l'avait enfouie plus tard. Cela changeait tout. Si le bunker remontait à la disparition des filles en 1992, sa conservation était logique. Mais cette seconde découverte, 1 mile plus loin, suggérait une possession continue. Quelqu'un avait gardé ces objets dans des conditions relativement saines, probablement à l'intérieur, pendant des années. Le GBI fit appel à une analyste comportementale criminelle. Son profil était glaçant. Cet individu est méthodique, dit-elle, organisé, obsessionnel, vraisemblablement un homme, probablement quelqu'un qui vivait près de la famille en 1992. L'utilisation de la symétrie, des étiquettes et du soin révèle non seulement une obsession, mais aussi de la fierté. L'équipe comportementale donna à ce sujet inconnu un nom de code temporaire, le gardien. Les médias s'en emparèrent. Les titres affichaient « Le gardien hante toujours une ville de Géorgie », indice glaçant retrouvé dans l'affaire Hayes 4 pouces, mais Léa refusa de lui accorder ce pouvoir. Elle refusait de lui donner un nom. Pendant ce temps, l'agent Darby fit une découverte discrète. En fouillant dans les anciens registres fiscaux et les appels d'urgence des années 90, elle trouva quelque chose d'étrange. En août 1991, soit 11 mois avant la disparition des filles, une petite caravane à 4 terrains de celle de Jan Hayes avait brûlé dans un mystérieux incendie électrique. L'occupant était un homme blanc d'une trentaine d'années, jamais inculpé, mais mentionné dans le rapport des pompiers comme étant « étrange ». Socialement isolé, il se plaignait souvent du bruit des enfants. Son nom était Nathan Cleburne. Cleburne n'avait aucun casier judiciaire,
Pas de mariage, pas d'enfant, mais il possédait une entreprise de location d'outils le long de la route 56. Il avait quitté Swainsboro 2 semaines après la disparition des filles Ace. Darby le retrouva dans un coin reculé de la Caroline du Sud, où il vivait depuis 2 décennies sous son vrai nom, discrètement et légalement. Il n'avait jamais quitté le pays, jamais changé d'identité, mais il avait acheté une propriété rurale près d'une grande réserve boisée. Darby fit le trajet seul. La maison était petite, avec de la peinture écaillée et des fenêtres clouées. Elle remarqua immédiatement qu'aucun jouet d'enfant ni aucune décoration familiale n'était visible. Aucun signe de famille. Elle frappa à la porte. L'homme qui répondit semblait avoir une 50aine d'années. Mince, la peau sèche, les yeux jaunis. Il ne broncha pas en voyant le badge. « Je me souviens d'elle, dit-il avant même qu'elle ne parle. Les 4 filles. Je les entendais rire quand je vivais là-bas. Elles étaient bruyantes. » Darby ne répondit rien. Clurn cligna lentement des yeux. « Une affaire tragique, murmura-t-il. Du genre à marquer une ville. » Darby lui demanda s'il avait déjà été interrogé lors de l'enquête initiale. Il secoua la tête. « Personne ne m'a jamais posé de questions, dit-il. » Elle demanda s'il avait déjà parlé à Jean ou Léa Hayes. Il esquissa un faible sourire. « Non, je me mêlais pas des affaires des autres. » Darby demanda à fouiller la propriété. Il refusa. Plus tard dans la journée, elle déposa une demande de mandat d'urgence, mais avant qu'elle puisse revenir avec son équipe, la maison prit feu, exactement comme en 1991. Cette fois, Clurn fut retrouvé inconscient dans la pièce du fond, intoxiqué par la fumée, mais vivant. Il fut hospitalisé pour des brûlures au bras et une inhalation de fumée. Le GBI procéda à la perquisition pendant son hospitalisation. À l'intérieur de la maison, ils trouvèrent un congélateur verrouillé. Il ne contenait que du papier, des dizaines de feuilles, des coupures de journaux, des dessins d'enfants, des photocopies de prospectus locaux datant des années 1990. La plupart étaient endommagés par l'eau, sauf une, restée sèche et intacte, une page de coloriage arrachée à un cahier d'école du dimanche. Le titre disait « Jésus aime les petits-enfants ». Dessous, 4 noms gribouillés au crayon de couleur, Tanya, Tamika, Tasha, Tia. L'agent Darby la fixa pendant plusieurs minutes, puis elle sortit et vomit dans l'herbe. Il n'avait toujours aucune preuve physique liant Clyburn aux chemises ou aux dents. Pas d'ADN, pas d'empreinte, aucune confession. Mais Léa ne cherchait plus de procès. Elle voulait simplement que ça s'arrête. Ce soir-là, elle apporta la page coloriée à Jean. Elle s'attendait à ce que sa mère pleure. Mais Jean ne pleura pas. Elle murmura plutôt quelque chose d'étrange. Il les regardait à travers les arbres. Léa se tourna vers elle, confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ?» Jean fixait la fenêtre de la cuisine comme si la forêt derrière n'avait jamais changé. À l'époque, je voyais parfois quelqu'un debout juste à la lisière des bois. Je croyais que je l'imaginais, que c'était mes yeux. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» Jean ne répondit pas. Elle continua simplement à fixer l'obscurité. Cette nuit-là, Léa verrouilla chaque porte de la maison. Mais le silence paraissait plus fort que jamais. Car dans ses os, elle savait. Qui qu'il soit, il ne faisait pas que regarder. Il attendait. Le matin suivant, la nouvelle de l'incendie s'était répandue dans toute Swainsboro. Tout le monde avait son opinion. Il a brûlé la maison pour cacher quelque chose. Non, c'était juste un ermite. Ces types-là ont toujours l'air bizarres. C'est lui, c'est évident. Qu'est-ce qui expliquerait ça autrement? Dans une ville encore bouleversée par la découverte dans l'abri souterrain, Nathan Clurn était devenu une figure silencieuse de blâme. Mais au sein de l'unité des affaires non résolues du GBI, l'agent Darby savait mieux. Elle n'avait rien de concret. Pas encore. Clurn restait hospitalisé sous surveillance. Il refusait de parler depuis l'incendie. Il mangeait, dormait, mais ne répondait à aucune question. Un psychologue évoqua un mutisme sélectif causé par le stress. Darby appela cela autrement, du silence calculé. Pendant ce temps, l'équipe médico-légale poursuivait ses recherches dans les décombres de la maison. Et c'est là qu'ils le trouvèrent, derrière un faux panneau dans le vide sanitaire, un coffre militaire rouillé. À l'intérieur, des journaux roulés, des dizaines de vieilles cassettes avec des dates manuscrites et un morceau de tissu plié, blanc, en coton, cousu. Sur le devant, une lettre rouge fanée, un T. Darby se figea. Elle avait déjà vu cela.
Le même type de chemise que portaient là les filles Hayes le jour de leur disparition. Le même thé rouge que leur grand-mère Jean disait avoir repassé sur chaque chemise de corail à manches longues la veille au soir. Sauf que celle-ci portait des marques de brûlure. Pas causées par l'incendie de la maison. Plus ancienne. Cette chemise avait été partiellement brûlée, puis soigneusement pliée, comme si quelqu'un avait essayé de la détruire, mais n'avait pas pu s'y résoudre. Il n'y avait ni tache de sang, ni cheveux, rien pour une analyse ADN. Mais c'était suffisant. Le GBI ajouta l'incendie criminel à l'enquête. Tentative de destruction de preuves potentielles dans une affaire d'enlèvement d'enfants. Darby espérait que cela leur laisserait du temps. Elle retourna voir Clyburn, apporta la chemise. Il ne broncha même pas. « Vous savez ce que c'est, dit-elle. Vous avez conservé des morceaux d'elle. Pourquoi ?» Silence. « Pourquoi l'avoir laissée à moitié brûlée? Pourquoi avoir tout gardé ?» Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre. Darby se pencha. « Vous les observiez à travers les arbres. Vous avez écrit leurs noms. Vous avez gardé leurs dents. Quel genre d'homme fait ça ?» La voix de Clurn était à peine audible. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais Darby le vit, ce léger tic sur sa joue, celui qu'on a quand on est pris entre la honte et le plaisir. » Ce soir-là, Darby rencontra Leah Hayes au bureau du comté. Elles s'assirent dans une petite salle de conférence, au sol en vieux linoléum, éclairé par des néons vacillants. Leah ne parla pas pendant longtemps. Elle fixait la photo de la chemise sur la table. « Mes filles !» Elles s'alignaient dans le couloir après le petit déjeuner. Jean leur donnait les chemises et elles criaient toute laquelle était la plus propre. C'était comme un jeu. Elle toucha le bord de la photo. « Elles étaient censées grandir, avoir des enfants à leur tour, vous savez ?» Darby hocha la tête. « Je sais, ce week-end-là, la communauté se rassembla pour ce que le maire appela une marche commémorative. 1400 personnes. Ils allumèrent des bougies et marchèrent le long de la route reliant la propriété des Hayes à Tate's Bluff, où le gouffre avait révélé l'abri. En chemin, ils accrochèrent de nouveaux rubans rouges à chaque boîte aux lettres. Mais Léa n'y assista pas. Elle était chez elle, fouillant les vieilles boîtes de photos de Jean, à la recherche de quelque chose. Elle ne savait pas quoi. Une preuve peut-être, ou du réconfort. À la place, elle trouva quelque chose d'étrange. Un vieux Polaroid glissé derrière un bulletin d'église datant de 1992. On y voyait les 4 filles dans leurs chemises blanches à manches longues, debout devant le porche de Jean. Mais dans le coin gauche de la photo, à moitié dans le cadre, se tenait un homme, à peine visible. Son visage tourné, juste un coude, une montre, une joue pâle. Mais Léa reconnut la montre. Elle l'avait vue dans les photos d'épreuve, dans les décombres de la maison de Clurn. Elle était posée sur la commode. Acier inoxydable, une marque bon marché. Darby l'avait manqué. Léa l'appela immédiatement. « Il était là, dit-elle, chez nous, ce jour-là, avant qu'elle disparaisse. » Darby examina la photo. Elle demanda de nouveaux mandats, consulta les factures de gaz et d'eau du comté, tout ce qu'elle put trouver, et il y avait une entrée curieuse. En juin 1992, quelqu'un avait appelé le service d'incendie pour signaler une odeur chimique dans les bois derrière Tate's Bluff. Seulement 4 jours après la disparition des filles. Aucune suite, aucune visite. Juste une note dans un vieux registre poussiéreux. Le correspondant avait refusé de donner son nom. Darby s'y rendit elle-même. Cette fois, elle apporta un radar à pénétration de sol. L'équipe scanna la zone derrière le gouffre, là où la végétation avait des motifs étranges. À 3,30 mètres de profondeur, ils trouvèrent quelque chose. Une autre chambre, inachevée, comme si l'abri faisait partie de quelque chose de plus grand. Le sol était sec et intact. Aucun reste, aucune odeur. Mais la dalle de béton montrait des marques de traînée. Darby fixa le motif, puis la lisière de la forêt. Quelque chose clochait. Qui construit 2 chambres pour n'en utiliser qu'une seule? Le lendemain matin, avant qu'elle ne puisse retourner sur les lieux, Clyburn fut retrouvé inconscient dans son lit d'hôpital. Overdose de médicaments. Ils l'ont sauvé, mais de justesse. Il fut placé sous surveillance psychiatrique. Et pourtant, il ne dit toujours rien. Cette nuit-là, Léa resta assise dans sa voiture devant l'hôpital, les phares éteints, les mains crispées sur le volant. Elle ne voulait pas qu'il meure, pas avant de savoir, pas avant qu'il n'admette ce qu'il avait fait à ses filles, mais une part d'elle redoutait aussi la vérité. Car au plus profond de son cœur,
Elle soupçonnait que ce qui s'était passé pouvait être pire que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Et s'il parlait, que se passerait-il s'il lui disait que les filles étaient restées en vie plus longtemps qu'elles ne l'avaient cru? Et si elles avaient crié en l'attendant? Elle resta dans la voiture pendant 2 heures. Puis elle rentra chez elle, silencieuse, et la forêt de chaque côté de la route lui sembla trop proche, trop figée, comme si elle écoutait. L'église était presque vide. Une seule lumière restait allumée au-dessus de l'autel, et 4 bougies brûlaient au premier rang, chaque flamme tremblant comme un souffle trop fragile pour tenir. La tribune de la chorale était recouverte d'un drap blanc. La poussière s'accumulait sur les bords. Aucune musique ne jouait. Leah Monroe était assise seule, enveloppée dans un châle en laine dont elle ne se souvenait même pas avoir apporté. Ses mains tremblaient pendant qu'elle pliait, encore et encore, un programme sur ses genoux, jusqu'à ce que le papier soit aussi doux que du lin. Personne d'autre n'était venu. Aucune cérémonie n'avait été prévue. Aucune annonce n'avait été faite. Elle avait simplement besoin d'être là. New Light Chapel était l'endroit où ses filles avaient chanté. Elles y portaient leurs chemises blanches à manches longues chaque dimanche, où la lettre T cousue en rouge vif sur la poitrine les faisait se sentir importantes. On les appelait les Hayes Four, non pas pour se moquer, mais avec émerveillement. 4 filles si semblables qu'on aurait cru qu'elles étaient nées du même battement de cœur. Tasha, Tanya, Tamika, Tia. Elle murmura leurs noms dans le silence. 21 ans avaient passé, et elle attendait encore que la porte s'ouvre. L'esprit de Leah dériva vers le dernier matin où elle avait entendu leur voix. Elles étaient dans la cuisine avec sa mère, Jane Hayes, en train de réclamer plus de sirop. Tasha avait renversé du jus sur sa chemise, et Jean l'avait gentiment grondé avant de reprendre le fer à repasser. « Tu ne sortiras pas toute froissée, dit Jean. Pas mes filles. » Cette chemise, celle avec la ligne de repassage fraîche et le col encore humide, était l'une de celles retrouvées dans le bunker. Encore propre, encore pliée, tenant encore une chaleur qui paraissait irréelle après tant d'années. Le bureau d'enquête de Géorgie publia un communiqué plus tôt cette semaine-là. Aucun reste humain retrouvé, aucune preuve médico-légale concluante. L'enquête reste ouverte. Mais que pouvaient-ils vraiment dire? Ils avaient échoué ces filles il y a 21 ans. Ils avaient échoué leur grand-mère. Ils avaient échoué leur mère. Et aucun radar souterrain ni aucun chien de recherche ne pourrait effacer cette vérité. John Hayes avait été accusé, interrogé, calomnié pendant des années, jusqu'à ce que le poids des soupçons publics la brise. Elle est morte en 2004, seule. Leah n'avait jamais pardonné à la ville pour cela. Elle posa sa main sur sa poitrine, sur le pendentif qu'elle ne retirait jamais. Il contenait 4 petites perles, une pour chaque fille. Un cadeau de Jean pour ce qui aurait été leur 10e anniversaire. Dehors, le vent se leva. Une porte claqua quelque part à l'arrière, puis plus rien. Les bougies du premier rang vacillèrent violemment, puis se calmèrent. Leah ne bougea pas. Elle n'avait plus rien à craindre. Le chagrin avait déjà tout emporté. Le bunker où les chemises avaient été retrouvées était désormais scellé. Les experts étaient repassés, puis partis. Les journalistes avaient envahi les bois, avides de capter l'horreur et le mystère. Mais jamais ils ne montrèrent le vrai prix. Pas les années que Leah avait passées à appeler les postes de police. Pas la nuit où elle avait crié dans un oreiller pour que les voisins ne l'entendent pas. Pas les dizaines d'anniversaires manqués. Elle marcha jusqu'à l'autel, une bougie après l'autre. Elle toucha chaque flamme avec 2 doigts. Elle ne pria pas. Elle ne croyait plus au miracle. Elle se contenta de redire leurs noms, comme une encre contre l'oubli. Tasha, Tanya, Tamika, Tia. Au fond de l'église, une lumière de maintenance s'alluma dans un bourdonnement. Cela la fit sursauter, non pas à cause du bruit, mais parce que cela lui rappela un moment où elle riait de la façon dont cette lumière clignotait. Tia l'appelait la lumière fantôme. Elle prétendait qu'elle clignotait en morse et déchiffrait des messages secrets, en général à propos du goûter. Leah sourit faiblement, puis se brisa. Elle s'effondra sur le banc de devant, les épaules voûtées, la tête penchée. Les sanglots vinrent en vagues. Pas de mots, juste des sons, bruts, animaux, le genre de deuil que le corps se souvient, même quand l'esprit ne trouve plus les mots. Elle serra le pendentif contre elle et se balança doucement. Les minutes passèrent, peut-être plus. Quand la porte s'ouvrit enfin, c'était un agent d'entretien. Il s'arrêta net. Elle ne se retourna pas. Il s'avança doucement, la reconnut
mais ne dit rien. Il s'agenouilla et ralluma une des bougies qui s'était éteinte. Puis il repartit. Léa resta assise. L'église était toujours tamisée, mais plus sombre. Devant elle, les 4 flammes vacillèrent à nouveau. Et pendant un bref instant, peut-être à cause de son deuil, peut-être pas, elle les imagina danser, comme 4 petites filles, les mains enlacées, tournoyant dans leurs chemises blanches à manches longues et leurs chaussures du dimanche. Encore en train de rire, encore ensemble, encore siennes. Elle ne croyait pas qu'elle reviendrait, mais elle ne serait pas oubliée. Elle s'en assurerait, même si cela lui prenait le reste de sa vie. Et dans le silence qui suivit, Léa Monroe pleura. Non pas parce qu'elle espérait encore, mais parce que l'espoir s'était enfin tu, et que tout ce qu'il restait, c'était l'amour.